si vous veniez d'être libéré d'un abri anti-atomique souterrain dans un désert post-nucléaire peuplé de meurtriers, de machines démoniaques, de monstres mutants et de méchants équipés d'exosquelettes. Que feriez-vous? Lucy quitte sa maison pour sauver son père kidnappé, mais elle découvrira que la surface n'est plus ce qu'elle était. Je suis ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre le désert en ruine et survivre à la série de Fallout. Il était une fois un joyeux cow-boy qui répandait la joie et l'allégresse chez les garçons et les filles qui fêtaient leur anniversaire dans tout le pays. Gardez ça bien en tête, ok? Parce que c'est une série de Jonathan Nolan. On verra plus tard ce que ça veut dire, mais ça me prendra qu'une minute. Pour le moment, souvenez-vous simplement du cow-boy. Il s'appelle Cooper Howard, et il était autrefois une star de cinéma et le porte-parole télévisuel des abris de Voltec. Aujourd'hui, il est amer et détaché, mais le bon côté des choses, c'est que ça n'a plus d'importance. Parce que juste à ce moment-là, le monde entier est englouti dans un feu de l'enfer nucléaire. Hey, t'as eu de la chance toi, mon petit pote. Et c'est la fin. Du monde, pas du film. 219 ans plus tard, Lucy est un membre joyeux et productif de sa société souterraine, vivant dans l'abri 33 avec son père et son frère. Et elle est sur le point de se marier. Et je veux dire productive au sens littéral du terme. Après qu'un conseil ait confirmé que ses organes reproducteurs étaient intacts, elle est prête à être mariée à un inconnu de l'abri d'à côté, le 32, pour fonder une famille et consolider les liens avec les communautés avoisinantes. Ils en viennent directement à cette question d'ailleurs. Tout se passe bien entre son père, le superviseur de l'abri, et Moldaver, la superviseuse de l'abri 32. Malheureusement, comme c'est souvent le cas, le petit frère de la jeune femme gâche la fête. Il se rend dans l'autre abri et découvre que tout le monde y est mort et qu'il a été réduit en cendres. Il s'avère que l'abri 32 a été investi par une bande de pillards venus de la surface, et il cherche à s'emparer de l'abri 33 maintenant. Lucy réussit à neutraliser son mari, mais elle se fait poignarder dans le processus, ce qui est franchement dommage parce que cette robe devait certainement coûter une fortune. Finalement, les habitants de l'abri se rallient et chassent presque les pillards, mais ils subissent des pertes importantes, comme une fourchette dans l'œil d'une femme enceinte qui ne le prend pas très bien. L'abri lui-même participe à l'effort collectif, puisqu'il coupe un des envahisseurs en deux avec une porte. Après avoir noyé son nouveau gendre dans la saumure de cornichons, le papa superviseur est finalement à court d'idées, et Moldaver le force à choisir entre la vie de sa fille et celle de tous les autres habitants de l'abri. Il choisit Lucy, la mettant en sécurité avant d'être rapidement assommé et traîné au loin. On ne sait pas si les autres habitants de l'abri survivent ou s'ils meurent, parce qu'une énorme explosion remplit l'écran et on passe directement à Maximus. Il est prêt à tout pour devenir écuyer, ce qui revient à dire en gros que le chevalier de la confrérie de l'acier est une sorte de marmotte glorifiée, un type en armure qui parcourt le désert à la recherche de technologies d'avant-guerre et qui fait régner la loi du laser. Pour l'instant, il se contente de curer les toilettes, ce qu'il ne prend pas particulièrement bien. En fait, quand un de ses camarades de faction est blessé par une lame de rasoir dans sa botte peu après avoir obtenu un poste, les autorités semblent le soupçonner de ce sale coup de traître, et elles l'emmènent avec une cagoule noire sur la tête. Il est interrogé mais maintient qu'il est innocent, et il remercie la confrérie de l'avoir adopté alors qu'il était orphelin. Ce qui semble arranger les choses, puisqu'il est finalement affecté à la place de son ami au poste d'écuyer du chevalier Titus. La nouvelle équipe est immédiatement envoyée à la recherche d'un élément clé de l'ancienne technologie dont la confrérie a fait sa priorité absolue. Et il devrait supposément être entre les mains d'un médecin de l'enclave avec un nœud papillon et un compagnon à quatre pattes. Heureusement, les gens sous terre ont survécu, et ils commencent à nettoyer l'endroit pendant que Lucy guérit de sa blessure. Dans un deuxième temps, elle lance l'idée d'envoyer quelqu'un à la surface pour sauver papa superviseur. Mais le conseil a trop peur du monde extérieur. Et vous savez quoi? Ce dernier vient de poignarder une femme enceinte dans l'œil avec une fourchette. Cependant, notre jeune femme ne se laisse pas dissuader. Elle demande à son ami le gardien de l'aider à ouvrir l'abri, et elle s'enfuit malgré tout. On dirait qu'elle a tiré la carte de l'attribut des terres isolées. Et l'instant d'après, c'est le milieu de la nuit. Et 3 gars sont en train de creuser dans une tombe fraîche afin d'entrer en contact avec une goule. Il s'avère que c'est notre vieil ami, le cow-boy, que vous deviez garder en tête. Et ils veulent le faire participer à la prime pour le duo docteur et chien que tout le monde recherche. Il ne le prend pas très bien, mais il accepte le travail et c'est parti pour un tour. Naturellement, le seul personnage qui ne les cherche pas, c'est notre amie Lucy, qui se fait piéger par le duo la première nuit qu'elle passe à camper. Le type l'avertit qu'elle ne réussira pas à s'en sortir dans le monde réel, puis il s'éloigne dans l'obscurité. De son côté, Maximus vit enfin son rêve, celui d'être le caddie de golf d'un crétin en armure. Sauf que le sac de golf est encore plus gros et beaucoup plus lourd. Le chevalier Titus ordonne à Maximus d'entrer dans une grotte. Mais il se fait démolir par un Yogwai posté juste derrière lui.
C'est le problème de l'armure méca. Il n'y a pas de vision périphérique. Max tire sur l'ours et sauve ainsi son chef. Mais pas pour longtemps. Après que Titus l'ait encore insulté, Maximus le laisse se vider de son sang. Puis il s'empare de la combinaison, jurant de ramener sa cible et de rendre la confrérie fière de lui. Ok, ça fait beaucoup de choses à dire parce que la surface est un désert mortel. Mais j'aimerais maintenant faire une pause et lâcher quelques bombes de connaissances sur Voltec, Lucie, Maximus et surtout sur le conseil de l'abri 33. Vous êtes en train de me dire que vous avez 2 abris jumeaux littéralement connectés et que vous ne vous voyez qu'une fois tous les 3 ans? Vous devriez avoir des programmes d'échange scolaire, un conseil commun, une interdépendance, une spécialisation. Voltec n'a même pas construit de système d'interphone entre les abris? Quel était l'intérêt de construire ces 3 sites à proximité les uns des autres alors? Peut-être que si vous aviez des contacts plus fréquents, vous ne croiriez pas tout de suite une femme que vous n'avez jamais vue et qui prétend être la nouvelle superviseuse. Faut arrêter de construire des portes automatiques qui sont assez puissantes pour couper un corps en 2. Il doit y avoir une infraction au code de la construction quelque part, vous ne croyez pas? Bien sûr, les fans de Fallout savent que la stupidité de Voltec est une de ses caractéristiques, pas un bug. Une partie de Fallout consiste à satiriser la joie naïve des années 50, ce que Lucie incarne sans aucun doute. Cela dit, elle est aussi très douée avec sa seringue, et on pourrait s'attendre à ce qu'elle ait des compétences de survie plus solides. Or, elle ne prend pas assez d'eau, fait un feu à découvert, attire les parasites, et ne fait pratiquement rien pour se protéger des éléments. Et mon Dieu, cette combinaison de sauts doit vraiment puer. Je comprends qu'elle vit sous terre et que les bois ne sont peut-être pas son habitat naturel, mais ils ont dit qu'ils surveillaient la quantité de radiation à la surface. Si vous avez des capteurs là-haut, vous ne pouviez pas mettre des caméras aussi? Envoyez peut-être 1 ou 2 éclaireurs qui ramèneraient au moins une connaissance superficielle de quelques kilomètres carrés autour de votre refuge. J'ai l'impression que ça rendrait votre périmètre de sûreté encore plus sûr. Les jeux Fallout permettent toujours d'emmener un compagnon. Il est donc surprenant que Lucie ait refusé que Chet la rejoigne dans sa quête à l'extérieur de l'abri. Même s'il s'agit de son cousin bizarre qui a le béguin pour elle, 2 personnes, c'est le nombre idéal d'individus dans une situation de survie. On est bien plus capable qu'une personne seule, mais on ne forme pas un groupe assez important pour attirer l'attention ou épuiser les rations trop rapidement. Lucie fait cavalier seule, et elle se lance dans une course effrénée en faisant preuve d'un courage sans faille. Enfin, incroyablement courageuse ou incroyablement stupide, c'est à vous de décider. En parlant d'incroyablement stupide, un petit conseil aux gars du tonneau de cornichon. Pour éviter de vous faire attraper les cheveux par derrière ou de vous faire pousser la tête dans l'eau, il faut tendre les bras vers l'arrière, placer vos mains sur les attaquants, puis faire pivoter votre corps à partir de vos hanches en tordant leurs bras pour les bloquer. Y a pas de quoi! Mais comme vos poumons sont déjà remplis de saumure, c'est sans doute une maigre consolation de le savoir maintenant. Et pendant que je m'intéresse aux personnages secondaires, voici un conseil pour les vrais survivalistes. Si vous n'êtes pas foutu de vérifier vos bottes à chaque fois que vous les mettez, arrêtez au moins de les enfiler dès que vous sentirez le bord aplati du sommet d'une lame de rasoir se presser contre votre pied. Je sais que ça paraît fou, mais des chercheurs ont testé cette méthode sur des singes, et le taux de survie était de 85%. Mais assez parlé des petits joueurs. Revenons à nos personnages principaux. Maximus avait besoin d'étudier davantage. Pour un type qui est si déterminé à obtenir sa propre armure assistée qu'il est prêt à commettre un meurtre au second degré pour l'obtenir, il semble tout de même très étonné de certaines caractéristiques, comme ses poignets lance-flammes. C'est comme être le plus grand fan de Superman, mais ne pas savoir qu'il a une vision laser. Vraiment? Comme Cyclope? Non, espèce de jeune inculte. Superman date des années 30. Cyclope est l'imitateur. Et le mec n'arrive même pas à contrôler ses lasers. C'est comme s'il fallait dicter la marche à suivre à Scott. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'apocalypse. Il n'y a pas de télé, pas d'internet et pas de jeu de balle. Tout ce que vous avez fait, c'est être élevé par une secte qui vous a poussé à être obsédé par cette armure. Peut-être que vous auriez pu prendre le temps d'apprendre toutes les commandes avant de vous en emparer. De retour dans le présent, Lucie arrive dans sa première ville, Philly. Mais quand elle demande comment attraper Moldaver, les habitants de la ville n'apprécient guère. C'est alors qu'elle croise à nouveau le chemin du docteur, qui s'appelle Wilzig au final, et qui a une affaire mystérieuse en ville. Probablement un projet de food truck ou un espace de fête pour tous les âges. Avant que nous puissions le découvrir, la Goule se présente pour réclamer sa prime. Mais pour commencer, elle ne réclame que le pied. Il en résulte un petit malentendu. Je veux dire une fusillade au cours de laquelle il fait des trous dans la moitié de la ville. Il poignarde même le chien. Ce qui me fait dire que maintenant vous savez pourquoi cette personne est le méchant. Il tuerait probablement Lucie aussi. Sauf que juste à ce moment-là, le chevalier Max utilise ses jetpacks pour se faire remarquer. Et la survivaliste en combinaison en lycra se présente au meurtrier en armure assistée pendant que le cow-boy zombie continue à leur tirer dessus.
Le combat se termine par une impasse entre Maximus et la Goule, et le Dr Wilzig obtient un nouveau pied robotisé et fait équipe avec Lucy qui va l'escorter jusqu'à Moldaver, qui s'avère être la personne vers laquelle il se dirigeait de toute façon. Donc, Maximus est propulsé avec ses jetpacks très très loin, Lucy et le docteur sont à pied, et la Goule est à leur trousse. Bon, d'abord il s'arrête rapidement pour prouver qu'on peut caresser un chien dans ce jeu. Un steampack ou deux plus tard, Pooch est de nouveau sur ses pattes, et la Goule a un nouveau copain. Apparemment, Lucy a oublié d'en emporter, parce que Wilzig se vide de son sang. Genre tout de suite et super vite. Dans son dernier souffle, il lui demande de lui couper sa foutue tête à la tronçonneuse et de la porter à Moldaver pour, je cite, « changer l'avenir ». Bien sûr, chaque chose que vous faites change l'avenir, mais je veux dire que c'est dans un sens particulièrement positif ici. Wilzig appelle aussi Lucy par son nom, ce qui est bizarre parce qu'elle ne l'a jamais mentionné. Plus effrayant encore, Lucy est super à l'aise quand elle transporte la tête sans aucune espèce de contenant. Et elle lui enfonce même un dispositif de repérage dans le nez pour la garder en sécurité. Elle découvre également un petit dispositif lumineux placé derrière l'oreille de l'homme. Mais elle ne parvient pas à le saisir. D'ailleurs, elle arrive encore moins à le manipuler parce que la tête est avalée par une salamandre mutante géante appelée Gober, sans compter que la Goule la rattrape en même temps, accompagnée du chien qui semble avoir complètement réappris à suivre ce dernier en lieu et place de Wilzig. Ce qui est super déloyal, si vous voulez mon avis. Méchant chien, méchant CX404. Alors qu'il se passe tout ça, Maximus a ses propres problèmes. Il s'est arrêté pour réparer son armure après le combat contre la Goule, et la base l'appelle pour essayer de relever le chevalier Titus, alors qu'il se fait passer pour Titus et se déclare mort. Mais ça leur donne juste une raison d'envoyer un autre écuyer à sa place. Pour aggraver les choses, il se retrouve pris dans un énième combat au milieu de nulle part, quand des pillards s'intéressent à ses affaires. Max se ferait un chemin jusqu'à la combinaison, écarte un bras et écrase la tête d'un type comme une pastèque lâchée d'une montgolfière. Les autres se dispersent comme le ferait n'importe qui dans une telle situation. Il se met en tenue juste à temps pour accueillir le nouveau venu, Thaddeus, qui sera son serviteur dévoué aussi longtemps qu'il continuera à se faire passer pour le chevalier Titus. En utilisant la trace de radiation de la Goule comme guide, il se lance à sa poursuite. Du côté des quais, la Goule utilise une Lucy ficelée comme un appât pour attirer le Gober, ce qui est sans doute une bonne idée. Ça montre qu'il sait ce qu'il fait. Lucy est capable de le repousser avec un peu d'aide du chien, mais elle devra encore être traînée au bout d'une corde jusqu'à ce qu'il puisse récupérer la tête. Au bout du compte, ils abandonnent le chien, et la Goule emmène Lucy pour une petite balade. Bon, revenons en arrière pour parler de la fusillade. Cette fois-ci, Lucy a suivi le protocole de base en cas de fusillade. Courir, se cacher, se battre. Alors pouvez-vous me dire où Lucy s'est trompée? Oui, c'est ça, dans la partie se battre. Combattre peut vouloir dire beaucoup de choses, mais quand un chasseur de primes au visage de pizza fait des trous de la taille d'une balle de baseball sur tout le monde au hasard, ça veut dire qu'il faut se cacher un peu et sortir avec quelque chose de plus gros calibre qu'un pistolet tranquillisant. Lucy a eu tout le temps de s'emparer de l'une des nombreuses armes disséminées dans la ville. Et si vous ne ramassez pas les armes au fur et à mesure que vous avancez jusqu'à ce que vous en trimbaliez une pile impossible à porter, vous ne faites pas du tout ce qu'il faut dans Fallout. Et encore une fois, si Dieu nous en préserve, vous vous retrouvez un jour dans une situation de tir actif et qu'il faut vous battre, s'il vous plaît, ne monologuez pas. Chevalier Titus de la confrérie de l'acier, coopère ou périt. Surtout si vous avez déjà une longueur d'avance sur eux. Faites le boulot et lancez votre réplique hilarante après. Imaginez que Lucy se soit glissée derrière la Goule avec un fusil à plasma. Ça aurait été plus cool que de se faire ligoter et noyer. Mais c'est peut-être juste mon avis. La Goule suit Lucy et Maximus, et Thaddeus suit la Goule. Mais absolument personne ne pense à prendre le temps de couvrir ses traces. C'est pas comme s'ils devaient constamment balayer leurs traces derrière eux. Il suffit simplement de couvrir suffisamment leurs traces pour laisser un gros trou dans la piste et décourager leurs poursuivants. Et si vous devez laisser votre armure mécanique quelque part en ville pour acheter des pièces, pensez à la cacher aussi, ou au moins à la verrouiller. Et si vous me dites que les armures assistées ne se verrouillent pas, eh bien je vous le dis tel quel, c'est un énorme défaut de conception. Tellement énorme qu'il faudrait revenir en arrière et revoir la conception de la planche à dessin elle-même. Vous savez qui on n'a pas vu depuis un moment? L'abri 33. Il s'avère que les braves gens que Lucy a laissés derrière elle ont fait un tas de prisonniers, et ils sont en train de décider ce qu'ils vont faire d'eux. Norm, le frère de Lucy, suggère de les tuer tous et de risquer un karma négatif. Mais le reste du groupe décide de réhabiliter les prisonniers au lieu de ça, et de les intégrer dans la société. Je suis sûre que ça va bien se passer. Mais ils ont intérêt à faire vite, parce que leur puce d'eau a aussi été détruite pendant la bataille, ce qui veut dire qu'il ne leur reste plus que 2 mois de réserve avant de manquer d'eau.
D'un autre côté, Maximus, lui, a beaucoup d'eau, parce qu'il vient d'arriver sur les quais. Mais il est rapidement attaqué par ce même satané Gobber. Heureusement, avec un peu de réflexion astucieuse et une synchronisation parfaite, Max parvient à retourner complètement l'animal et à le vider comme on déchirerait un sac en papier tout mouillé. Ça veut dire que notre ami de la confrérie a maintenant récupéré le ballon, c'est-à-dire la tête coupée de notre docteur. La goule entraîne Lucy dans une ville fantôme où le cow-boy rencontre puis mange un vieil ami à lui nommé Roger. Elle finit par avoir tellement soif qu'elle boit de l'eau irradiée provenant d'un enjoliveur. Lucy est donc en train d'acquérir des compétences de survie à droite à gauche. Mais la goule a un petit problème. Elle doit constamment ingérer des doses vitales de médicaments anti-zombification. Quand le cow-boy n'a plus de jus, il se met à tousser, ce que Lucy saisit comme une occasion de s'enfuir. La goule attrape la fille arrache le doigt de la goule lui rend l'appareil. Maintenant que la conversation est terminée, le grand méchant emmène Lucy dans un supermarché où il l'échange avec un robot Mr. Gutsy contre une réserve de 2 mois de son jus de zombie. Le robot lui répare le doigt, puis il l'informe calmement qu'il va prélever ses organes et l'assomme avec une fléchette tranquillisante. Quand elle se réveille sur un brancard, une lame de scie est à quelques centimètres de son buste. Elle donne un coup de pied à la scie pour l'écarter et parvient ainsi à couper ses entraves. Elle défibrille ensuite le robot médecin, ce qui n'est pas possible dans les jeux Fallout, mais devrait l'être à mon avis. Lucy remplit la seringue de Gutsy avec un produit de nettoyage Braxo et s'en sert comme d'une arme de fortune pour forcer les esclavagistes qui dirigent le centre de prélèvement d'organes à la libérer, ainsi que toutes les autres personnes qu'ils ont enfermées. Malheureusement, certains d'entre eux s'avèrent être des ghouls déchaînés, et ils ne réagissent pas très bien à la situation. Un combat entre esclavagistes et ghouls s'engage, et quand la poussière retombe, Lucy est la seule survivante. Bon sang, elle est difficile à tuer pour une habitante d'un abri. Dans un étonnant élan de pitié, elle donne quand même ses fioles à la goule et s'en va de son côté, sans doute en réactivant la fonction de vagabond solitaire. La goule prend le temps de récupérer, s'arrêtant même pour regarder une vieille cassette de lui, ce qui veut dire que cette holobande a survécu pendant 2 siècles, ce qui est la chose la plus difficile à croire dans cette série jusqu'à présent. De retour sous terre, le frère Norm et Chet le gardien qui en pinçait pour Lucy fouillent l'abri 32 abandonné. Et ils découvrent que les corps qui s'y trouvaient sont vieux de plusieurs années, ce qui veut dire que les pillards n'ont pas pu les massacrer. Les registres du terminal indiquent que la porte de l'abri a été ouverte de l'extérieur par Rose, la mère de Norm et Lucy, qui est présumée morte ou disparue. Encore une fois, dire bonjour à ses voisins d'abri plus d'une fois tous les 3 ans aurait permis d'atténuer bon nombre de ces problèmes. Vous voyez, la communication est la clé, les gars. Mais le problème du refus de mettre un pied à l'extérieur de l'abri 33 va plus loin que ça. Rappelez-vous que l'abri a pu être envahi précisément parce qu'ils prennent tous les faux messages de l'abri 32 pour argent comptant, sans remettre en question les affirmations des pillards. Maintenant, ils en ont payé le prix. Mais ils ne communiquent toujours qu'avec l'abri 31 par le biais de messages qu'ils acceptent sans poser de questions. Il n'y a pas eu de réunion des anciens, personne n'a même vérifié les autres abris ou les ressources qu'ils pourraient y récupérer, peut-être même que la puce à eau de l'abri 32 fonctionne encore. Ils ne le sauraient même pas si c'était le cas, parce que les 2 seules personnes qui l'explorent et qui essaient de reconstituer la chronologie doivent se faufiler partout pour le faire. En fait, la série réussit très bien à dépeindre ce qui est si dangereux dans une société totalement insulaire. Même si on peut se sentir en sécurité en se terrant dans un trou avec toutes ses affaires, le fait est que tout ce qui existe sur Terre est connecté, et qu'il vaudrait mieux explorer ces connexions plutôt que de s'en cacher. Créer des alliances et des traités, et pas seulement des murs ou des portes fermées. Sinon, on ne sait jamais ce qui pourrait proliférer dans l'obscurité, et il pourrait sans doute s'agir de rats de cafard. Oh, ça me rappelle quelque chose. Vous savez que Lucy est constamment confrontée au problème de ne jamais savoir où aller pour obtenir de l'eau potable. En fait, nous avons déjà résolu ce problème grâce à un petit appareil appelé pompe à osmose inverse. Ces pompes n'ont pas besoin d'électricité. Elles éliminent 99% des contaminants radioactifs et vous pouvez vous en procurer une en ligne pour une centaine de dollars. Je ne comprendrai jamais pourquoi Voltec n'en a pas distribué une à chaque habitant. Même si elle n'a pas de pompe, nous savons qu'elle est capable de faire un feu de camp. Alors fais bouillir cette merde! Pour finir, tirez toujours une balle dans la tête de votre ravisseur si vous en avez l'occasion. J'arrive pas à croire que je doive encore le dire, mais c'est pas le bon moment pour faire un acte de pitié ostentatoire. Je t'aime bien et je veux que tu vives, mais la prochaine fois que t'auras l'avantage, vise simplement et tire. Lucy n'est pas la seule à être incompétente. Pour preuve, la chose qui se passe ensuite, c'est que Maximus décide de révéler sa véritable identité à son écuyer Thaddeus, plutôt que de le tuer pour régler le problème. Grosse erreur. Il faut toujours choisir de tuer. Tad parvient à désactiver l'armure de Max, et il le laisse enfermer dans son T-60 sans noyau de fusion. Et c'est là qu'il se trouve quand Lucy passe par là.
Elle l'aide à sortir de son armure et lui donne un peu de Radaway pour qu'elle ne meure pas d'un empoisonnement aux radiations. C'est un second rencard assez classique en fait. Ils décident de faire équipe pour retrouver la tête qui est actuellement entre les mains de Thaddeus. Et Lucie est prête à donner la tête à la confrérie au lieu de Moldaver s'ils acceptent d'envoyer des chevaliers pour aider à sauver son père. Tout le monde est gagnant dans l'affaire, sauf le gars à qui on a coupé la tête, j'imagine. Ils branchent le Pip-Boy de Lucie sur le dispositif de repérage placé dans le nez et se mettent en route. C'est une terre désolée, alors ils ne tardent pas à tomber sur des cannibales. Maximus les abat tous les deux avec l'arme de Lucie, tout en prenant une balle dans le bras. Elle devient un peu moins naïve quand elle voit un panneau d'affichage sur la Nouvelle République de Californie et comprend que l'histoire de Voltec à propos d'un grand Reclamation Day quand les habitants reviendraient à la surface et repeupleraient la Terre n'était qu'un coup de marketing. Alors qu'ils sont à la recherche d'une trousse de premiers soins ou d'un steam pack pour soigner Max, ils sont tous les deux gazés et tombent dans un autre abri. Ce qui montre qu'il y en a plus dans les terres désolées que de têtes sur un bramine. Dans l'abri 4, la blessure par balle de Max est rapidement soignée, et Lucie et lui sont mis en quarantaine dans une pièce qui, à leur insu, porte un grand panneau à l'extérieur indiquant sujet de test. Le fait de voyager a également contribué à rapprocher le couple. Lucie est prête à coucher depuis Jump Street, mais Maximus reste en retrait en se contentant d'une simple étreinte de sa main. Leur moment de tendresse est cependant un peu gâché quand ils réalisent que la plupart des gens de l'abri 4 sont des mutants avec un œil, deux nez ou des mains en forme de moufle. Pendant ce temps, Norm et Chet, alias les Hardy Boys de Fallout, terminent leur enquête sur l'abri 32. Mais ils décident de garder leur découverte pour eux pour l'instant. Un vote a lieu pour désigner le nouveau superviseur de l'abri, et Betty, l'un des membres du conseil, l'emporte haut la main. Norm se méfie de ses motivations, surtout quand elle annonce qu'elle divise la population de l'abri pour qu'ils puissent récupérer le 32, où tous les corps ont été mystérieusement enlevés. Il lui demande où le Pip-Boy de sa mère a fini après sa mort, et elle ment en disant qu'il a été enterré avec elle. Si on ne peut pas faire confiance aux habitants de la surface, ni à ceux de l'abri, à qui peut-on encore faire confiance? Le chien était peut-être la bonne option, mais vous l'avez gâché. Ok, laissons le chien de côté pour le moment, ce qui est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Lucie pensait que la meilleure façon de garantir un passage sûr pour les deux parties était que tout le monde garde les mains en l'air pendant la traversée. Maintenant, si vous levez les mains chez vous et que vous imaginez un pistolet à votre ceinture, vous remarquerez que vous pouvez toujours l'atteindre en une demi-seconde. Votre main peut s'élever en l'air et redescendre rapidement vers votre étui. Ce ne sont que des faits. La prochaine fois, il devrait peut-être demander à l'autre groupe de s'éloigner complètement et de s'asseoir à une centaine de mètres. Ensuite, il traverse. Et après, ce sera au tour des monstres de traverser. Il y a des moyens de résoudre ce problème. Si les cannibales refusent de respecter l'ordre, il suffit de s'écarter de leur chemin et de revenir plus tard. Ou de trouver un autre point de passage. Dans un monde aussi dangereux, prendre des risques dans un espace restreint avec des étrangers prêts à tout n'est jamais la stratégie la plus sûre. Et qu'en est-il de cette armure assistée, hein? Donc, vous ne pouvez pas la verrouiller pour la protéger contre le vol ou le saccage par des pillards, mais quelqu'un d'autre peut facilement la verrouiller de l'extérieur et faire en sorte que le chevalier à l'intérieur meure progressivement de soif. Un triomphe de l'ingénierie de la science-fiction, là! Si ça c'est le degré de réflexion de la confrérie de l'acier, chapeau bas pour l'enclave. Et un petit conseil pour Maximus aussi. Il aurait dû démonter ce truc avant de l'abandonner. Je comprends que l'armure ne puisse plus être déplacée, mais on vient de voir Lucie utiliser un tentacule de Mr. Gusty comme une arme. Vous voulez me faire croire qu'il n'y a rien d'utile attaché à cette combinaison robotique qu'il puisse dégager ou arracher? Même la coque extérieure de l'armure peut être utilisée. Nous savons déjà qu'elle se fixe et s'enlève, parce que le chevalier Titus a obligé Maximus à nettoyer son entrejambe. Et ça, c'est classé M pour mature. Pour les plus de 17 ans, quoi. J'ai aussi l'impression que nos héros devraient tout simplement éviter les abris. Le monde de la surface est peut-être rempli de fous meurtriers, mais au moins on peut s'éloigner. Ici, on est dans un scénario de fin du monde. Ça veut dire qu'il y a des gens désespérés. Et les gens désespérés sont dangereux. S'ils avaient un abri pour eux seuls, bien sûr, ce serait génial. Mais mettre un groupe de survivants dans une boîte sous terre avec des ressources limitées, c'est chercher les ennuis. Ils seraient bien mieux dans une cabane dans les montagnes ou en train de camper dans un endroit isolé. Au moins, ils n'auraient à se soucier que des écorcheurs et des cazadors, qu'ils peuvent éviter dans la plupart des cas s'ils activent le mode crouch. Bien sûr, une vie de solitude n'est pas toujours possible. Si vous êtes comme Norm et que vous naissez dans un abri, mais que vous découvrez ensuite une vaste conspiration, vous devriez définitivement en parler à quelqu'un. En fait, Norm devrait le dire à tout le monde. Il devrait tirer la sonnette d'alarme immédiatement et avec vigueur. Garder pour lui ces informations accablantes signifie juste que Betty et les autres surveillants auront moins de ménage à faire une fois qu'ils l'auront éliminé. Mais revenons à l'histoire.
Au supermarché, la Goule se réveille d'une nuit où elle a pratiqué de la médecine dure et découvre que des types qui prétendent représenter le gouvernement se penchent sur elle. Ils forcent le cow-boy à traverser le désert en le menaçant de leurs armes, tandis que lui se remémore sa femme et sa fille et la vie d'avant la guerre. Alors que la plupart de ses amis lui disaient que Voltec était diabolique, il continuait à faire de la publicité pour eux parce que sa femme y travaillait et qu'elle voulait faire entrer leur famille dans un abri spécial réservé aux managers. Dans le présent, il arrive devant un bâtiment sur lequel est écrit « Le gouvernement » et il rencontre Sorel, le président autoproclamé du coin. Il est contrarié que la Goule ait tiré sur une ferme d'organes sous sa protection. Mais avant qu'il ne puisse le donner en pâture aux cochons, la Goule élimine ses 2 gars et exige de savoir où se trouve Moldaver. On se retrouve encore une fois dans le passé et on voit Cooper se rendre à une réunion du Parti communiste où il la rencontre pour la première fois. Ce qui devrait être impossible vu que c'était il y a plus de 200 ans. Sérieusement, l'Holocauste nucléaire a-t-il vraiment tué quelqu'un en fait ? Tous les personnages présents dans les flashbacks semblent être encore en vie. Quoi qu'il en soit, nous découvrons qu'il a travaillé avec Moldaver pour essayer de découvrir certains des crimes de Voltec avant que les bombes ne tombent. En 2277, la Goule continue de la traquer sans relâche, et le cow-boy finit par tuer un gamin qui sait où elle se trouve. Et il s'avère que c'est l'observatoire Griffith. Parallèlement, Lucy et Max se détendent un peu dans l'abri 4, et les abritants lui ramènent même son armure mécanique. Cela dit, tout le monde est un peu trop joyeux ici, et si vous posez des questions sur le niveau 12, ils se défilent tous et agissent bizarrement. Malgré tout, Maximus profite du caviar et d'une douche chaude, et Lucy se joint à tous les habitants de l'abri qui sont en fait originaires de la surface afin de prendre part à une cérémonie. Celle-ci s'avère encore plus bizarre, parce que les habitants se mettent à moitié nus, boivent du sang et s'enduisent des cendres des morts avant de dévoiler un immense drapeau de Moldaver qu'ils appellent la Mère des Flammes. Cette nana est omniprésente dans cet épisode. Lucy se rend immédiatement au niveau 12, puisque c'est manifestement là que se cache l'affreux secret. Et comme on peut s'y attendre, c'est un véritable spectacle d'horreur. Il y a un tas d'expériences insensées en cours, des gens en état de cryostase partout, et quand un scientifique se rend compte qu'elle est là, il sort un fusil à harpon en catastrophe. La pièce est rapidement envahie par des combinaisons bleues, et Lucy est à nouveau capturée pour la 6e fois. Maximus n'en sait rien, toujours posté dans sa nouvelle piaule, vêtu d'une robe de chambre et de pantoufles, et se goinfrant de popcorn comme un chef. Les habitants de l'abri 4 expliquent à Lucy que leurs ancêtres ont été victimes d'horribles expériences génétiques et que les personnes en cryostase sont soignées pour cette raison. Ça explique le grand nombre de mutants présents dans l'abri. Et ça révèle également que chaque abri de Voltec a été conçu à l'origine comme une sorte d'expérience sociale, y compris le 33. Tout va bien jusqu'à ce qu'il l'emmène pour la punir de son intrusion et qu'il passe devant la fenêtre de Max. Il passe à l'action, vole le noyau de fusion principal de l'abri et l'utilise pour alimenter son armure en vue d'une mission de sauvetage. Tragiquement, il est tellement occupé à remettre tout le monde à sa place que Lucy n'a pas le temps d'expliquer que sa punition n'était qu'une tape sur les doigts et un retour à la surface, et que les gens de l'abri 4 sont en fait très gentils. Se sentant mal, ils rendent le noyau volé et laissent le T-60 derrière eux. Ça conduit à une conversation au cours de laquelle Maximus révèle à Lucy son vrai nom et avoue avoir laissé mourir le chevalier Titus. Lucy invite Maximus à venir vivre dans l'abri 33 une fois qu'ils auront trouvé la tête et récupéré son père. Encore une fois, tout le monde est gagnant, sauf peut-être le gars de l'abri 4 sur lequel Lucy a jeté de l'acide pendant la bagarre. Dans le désert, l'écuyer Thaddeus se retrouve seul avec la tête de grande valeur, un pied écrasé lors du combat avec Maximus et un chien qui n'arrête pas de suivre la tête de son maître. Il enferme le chien dans un bac de Nuka-Cola, ce qui est un geste de sale bâtard, et il continue à boiter à travers le désert en espérant en tirer toute la gloire. Heureusement pour lui, du moins pour le moment, il tombe lui aussi sur un médecin qui erre avec un sérum, et il parvient à réparer les lésions de son pied, comme dans un sort d'Harry Potter. D'ailleurs, parlons un peu de ce pied. Tout d'abord, ne faites jamais confiance à quelqu'un qui se dit médecin et qui travaille dans un bâtiment en ruine au beau milieu du désert. Même si vous vivez dans l'univers de Fallout et que ça décrit presque tous les médecins. Bref, ne faites pas tout de suite confiance à n'importe quel médecin. En fait, c'est peut-être même un bon conseil dans notre univers aussi. C'est pas parce que quelqu'un porte une blouse blanche qu'il est infaillible, et ce type porte une chaîne en or et un borsalino. Tad ne devrait pas boire tout ce que lui tend ce gars. Dans un monde désespéré rempli de meurtres et de chaos, ce type a une boisson qui transforme littéralement votre pied cassé en une sorte de pâte à modeler. Ce n'est pas produit en masse. En fait, Thaddeus n'a apparemment jamais entendu parler de ce produit, si bien qu'il considère qu'il s'agit d'une potion magique. C'est dans ce genre de situation que l'expression « trop beau pour être vrai » a été inventée. Si vous ne me croyez pas, regardez jusqu'à la fin.
En sautillant un peu en arrière, comme vous le feriez si vous n'aviez qu'un pied, je m'étonne que la goule n'ait pas plus d'instinct de survie. Jusqu'à présent dans la série, nous l'avons toujours vu avoir une longueur d'avance et être en phase avec les terres désolées. Et pourtant, il se retrouve dans une situation de blackout sans avoir mis en place de piège ou même d'alarme. C'est vrai quoi, quand on l'a rencontré, il était enterré dans un trou dans le sol. S'il veut consommer le plus grand nombre de médocs jamais réunis en un seul endroit, il aurait dû rapidement creuser une tombe et s'y enfouir. Il n'y aurait eu alors aucun risque de rencontrer des individus errants, et vous auriez pu faire un petit dodo sous terre. Honnêtement, je ne comprends pas non plus pourquoi la goule se laisse mener à la baguette par seulement 2 gars, alors qu'on l'a vu se prendre des dizaines de balles dans le dos sans broncher et dégommer la population d'une ville entière. Mais bon, je vais laisser passer ça, puisque ce n'est pas vraiment une question de survie ici. Passons à Lucie. Ne va pas au niveau 12. Ne va pas au niveau 12. Elle n'avait aucune raison de le faire. Elle essaie de retrouver son père et ça n'a rien à voir avec ça. Si elle estime qu'il est justifié de se méfier de la société mutante, qu'elle prenne des provisions et qu'elle s'en aille. Elle n'a jamais voulu y rester de toute façon. Elle a une quête à poursuivre. Même si Maximus choisit de rester, n'oubliez pas qu'elle se débrouillait très bien toute seule pendant un moment avant qu'il n'apparaisse. Une partie de moi a du mal à croire que Lucie se soit laissée entraîner dans une quête secondaire comme celle-là. Quoi qu'il en soit, j'ai un conseil à vous donner les gars. Si vous devez vous faufiler discrètement dans un labo secret et interdit d'accès par de braves gens qui ont l'air un peu différents de vous, prenez un coéquipier et une arme. En fait, prenez un coéquipier, une arme et 2 Stealth Boys. Au minimum, observez l'endroit pendant 1 jour ou 2 et voyez si vous pouvez déceler des constantes. Y a-t-il moins de monde à l'intérieur à certaines heures du jour ou de la nuit? Y a-t-il des points d'entrée non sécurisés? Existe-t-il un moyen d'obtenir indirectement des informations? Ne vous contentez pas d'avoir une intuition et de vous rendre directement sur place. Arrêtez-vous un instant et élaborez un plan. Bien sûr, tous les plans ne partent pas de bonnes intentions. Dans l'abri 33, Betty répartit tout le monde en 2 groupes afin de repeupler l'abri 32, qu'ils le veuillent ou non. De plus, tous les pillards faits prisonniers sont empoisonnés et meurent. En fait, personne ne s'amuse, sauf Betty. Norm veut savoir pourquoi, alors il se faufile dans son bureau et utilise son système de messagerie pour entrer en contact avec le superviseur de l'abri 31. Se faisant passer pour Betty, il parvient à obtenir un rendez-vous en personne. À la surface, la goule suit Thaddeus et récupère en chemin son compagnon canin, plus ou moins fidèle. Mais Lucie et Maximus le rattrapent en premier dans une station de radio en friche dirigée par Fred Armisen. Parce que oui, il survivrait sans problème à l'apocalypse. Après qu'un piège se soit accidentellement déclenché et ait transpercé le cou de Thaddeus, la blessure se guérit d'elle-même tout comme son pied. Et il réalise que le sérum miracle l'a en fait transformé en goule. Ça signifie que la confrérie lui tirera dessus sans hésiter. Ce qui est regrettable pour lui parce que c'est à ce moment-là qu'ils apparaissent dans leur vertiptère. Thad s'enfuit et abandonne la tête. Max et Lucie s'embrassent, puis elle prend la vraie tête pour aller chercher papa pendant qu'il se rend à la confrérie et essaie de leur donner une fausse tête qu'il a trouvée par terre. C'est un peu bizarre que les gars de la confrérie de l'acier ne vérifient pas tout de suite si la tête contient le bout de technologie qu'ils veulent, mais ils ne le font pas. Au lieu de ça, ils ramènent Max à Philly, où ils ont évacué tous les habitants et installé un camp. Quand le chef découvre inévitablement que la tête est inutile, il s'apprête à faire exécuter Maximus. Mais son vieil ami lame de rasoir dans ma botte plaide pour sa vie et admet qu'il avait lui-même planifié la blessure pour échapper à son devoir. Max évite une balle dans la tête, mais il n'est pas encore sorti des bois irradiés pour autant. Le vieux scribe veut toujours qu'il les conduise à la relique, et maintenant, il veut aussi l'utiliser pour créer un nouveau groupe dissidents de la confrérie de l'acier, avec Maximus comme l'un de ses principaux chevaliers. Pendant qu'il réfléchit à cette petite offre d'emploi, Lucie arrive enfin à la cachette de l'observatoire de Moldaver, la tête à la main. Elle est convoquée à une réunion au cours de laquelle elle voit son père dans une cage, et c'est pas dans le sens récréatif du terme. Moldaver retire l'artefact de la tête, puis raconte à Lucie le grand et sombre secret de son père et des abris 31 à 33. Simultanément, Norm le découvre par lui-même, tout comme Cooper l'a fait dans le passé quand il a espionné une réunion des cadres de Voltec et d'autres dirigeants. En fait, les PDG de toutes les grandes entreprises étaient impliqués dans le programme des abris. Dans le cas de l'abri de Norm et Lucie, ils ont rempli le 31 avec des cadres moyens en état de cryostase, puis les ont décongelés un par un et les ont nommés superviseurs. Pour sceller l'affaire, les hommes d'affaires les plus puissants d'Amérique ont tiré les ficelles et fait larguer des bombes eux-mêmes intentionnellement pour s'assurer que le programme des abris soit un succès. Ils ont littéralement provoqué la fin du monde pour le profit de leurs entreprises. Lucie réalise avec horreur que son père était un cadre de Voltec d'il y a 2 siècles qu'il a manipulé toute sa vie. Mais ce n'est pas tout.
Quand la mère de Lucy s'est enfuie à la surface avec les enfants et s'est installée à Shady Sands, une grande communauté de survivants, il a fait atomiser toute la ville et sa mère s'est transformée en une goule hideuse et bestiale. Pas cool, papa, pas cool! Aujourd'hui, Moldaver le veut parce que seul un employé de Voltec peut activer le dispositif que nous poursuivons depuis tout ce temps et qui s'avère être un générateur de fusion froide capable de fournir de l'énergie gratuite et infinie à l'ensemble de la Terre désolée. Lucy convainc papa de donner le code. Moldaver déclenche le dispositif et c'est parti pour un tour. La confrérie arrive en force et affronte les troupes de Moldaver, Maximus compris. Puis la goule apparaît à son tour et commence à prendre les chevaliers en armure assistée à partie avec ses pistolets et ses grenades. Max se rend au bureau de Moldaver et libère le père de Lucy. Mais il apprend à temps que c'est lui qui a fait exploser Shady Sands et tuer tous ceux qu'il aimait. Il ne le prend pas très bien sur le moment. Le père saute dans une armure vide et le met KO, ce qui pousse Lucy à le menacer d'une arme. Avant qu'elle ne se décide à tirer, la goule surgit et le fait à sa place. Le cow-boy ne fait qu'effleurer le gars, et papa s'envole pour se battre un autre jour. Hey, je viens de réaliser que Lucy et Norm essayaient tous les deux de résoudre leurs problèmes en fouinant dans les zones interdites, qu'il s'agisse de l'abri 32 ou du niveau 12. Je suppose que c'est pas très surprenant étant donné qu'il s'agit de frères et sœurs créés par les mêmes scénaristes. Mais ce qui est choquant, c'est que personne n'ait réagi à cette affaire de prisonnier empoisonné. Je pensais que Chet et lui étaient des détectives. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors, montrons au moins Betty prendre un air sournois quand elle range une boîte ouverte de Morora dans le tiroir du bas de son bureau. En ce qui concerne la survie proprement dite, ils auraient probablement dû mettre au point un processus sécurisé pour le traitement des repas des prisonniers. La nourriture devrait aller directement des cuisiniers aux serveurs et ne devrait transiter que par des zones sécurisées. Comme ça, en cas d'empoisonnement, ils auraient su par où commencer. Là encore, des caméras de sécurité seraient un bon investissement. Thaddeus, essaie de ne pas te détendre au beau milieu de douzaines de pièges en attente, mon gars. C'est le principe de base de la survie. Peut-être plus important encore, ne pars pas en courant quand tu es dans une zone relativement dégagée et que les gens dont tu as peur sont en train d'arriver en hélico. Dans ces conditions, tout ce que tu fais, c'est fuir visiblement. Et les flics et les soldats ont tendance à réagir d'une manière ou d'une autre en voyant ça. Tad va soit se faire tirer dans le dos, soit s'il a de la chance, se faire arrêter et interroger jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour cacher son côté gouléant. Et ensuite, il se fera tirer dessus par un autre type d'arme à feu. Actuellement, il a des pouvoirs magiques de guérison et a l'air 100% humain. À la lumière de ces éléments, il aurait probablement dû essayer de se sortir de cette situation par la négociation. Il n'y avait aucune raison de croire qu'il ne pourrait pas se contenir assez longtemps pour terminer la transaction et s'en aller calmement au lieu de mourir. Et même si je concède à nos héros Lucy et Maximus un certain nombre de points pour le bon vieux plan de l'échange de têtes, je continue de penser qu'il y avait une option plus convaincante à leur disposition. Après tout, la seule raison pour laquelle ils ne les abattent pas sur le champ, c'est parce qu'ils n'ont pas encore contrôlé la tête, ce qui, encore une fois, est une chance inouïe en leur faveur. Étant donné que Lucy semble avoir réussi à s'enfuir, c'était peut-être le bon moment pour eux deux de fuir quand les vertiptères ont atterri et qu'ils étaient en train de décharger. Dans la fuite comme dans la comédie, le timing est primordial. Maximus prévoyait de vivre avec Lucy dans l'abri 33 et il est manifestement amoureux d'elle maintenant. Souvent, le moyen le plus sûr de survivre à une confrontation, c'est de l'éviter complètement. Et puis bien sûr, il y a le fait de renoncer. Et c'est la voie qu'a choisie Max. Certes, il n'est pas aussi populaire, mais au moins, il a une tête défoncée à offrir, sans rien à l'intérieur. C'est pas le meilleur des plans quand on improvise dans le feu de l'action. Vous voyez ce que je veux dire, il a quand même joué sur plusieurs tableaux là. La goule a l'intention de retrouver papa et espère obtenir des réponses de Voltec. Et il incite Lucy à l'accompagner dans cette aventure. Malgré leurs différends, elle laisse Max inconscient et se dirige vers une toute nouvelle quête. Maximus se réveille juste au moment où Moldaver déclenche le dispositif de fusion à froid et illumine toute la ville avant de mourir de ses blessures. À présent, il a totalement perdu ses illusions au sujet de la confrérie de l'acier. Mais il est en quelque sorte piégé parce qu'ils ont tous envahi la salle et le déclarent champion pour avoir éliminé Moldaver. Ce qu'il n'a pas du tout fait. Dans la scène finale, on voit le père de Lucy parcourir tout le chemin de Los Angeles à Las Vegas, avec rien d'autre que l'armure assistée sur son dos. Ce qui est manifestement impossible. Mais d'un autre côté super cool, parce que ça veut dire que la saison 2 sera la saison de New Vegas. J'espère qu'il y aura le robot Yes Man dans cette saison. J'ai vraiment besoin de cette énergie positive dans ma vie. Quoi qu'il en soit, même si la fusion à froid est maintenant une réalité, il y a fort à parier que la lutte n'est pas encore terminée pour Maximus, Lucy ou la goule. Chacun va encore devoir assumer les conséquences de ses choix. Mais qu'auriez-vous fait? Personnellement, j'adore Fallout. New Vegas, c'est le meilleur jeu de la série, nous le savons tous. J'ai hâte de voir la saison 2. Ils ont en quelque sorte teasé l'histoire de Vegas, et d'une manière générale, j'ai apprécié la série dans son ensemble.
C'était vraiment génial. Mieux que n'importe quelle adaptation de jeu que je pense avoir jamais vue. Alors bravo à Microsoft, Bethesda, Amazon, Jonathan Nolan et tous les autres. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Merci beaucoup d'avoir regardé, d'avoir liké et de vous être abonné. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez tous une excellente journée!